Donc pour cette 5e conférence des pourquoi déjà de la journée, donc des conférences sous un format court de 20-25 minutes qui vous sont présentées en partenariat donc, avec le laboratoire de psychologie et de recognition de Grenoble. Donc un grand merci aux chercheurs et chercheuses présents qui se sont prêtés au jeu cet après-midi. Et merci au LPNC, au CNRS, l'Université Grenoble-Alpes et le CHU Grenoble-Alpes pour ce super partenariat avec des sujets passionnants depuis le début de l'après-midi. Donc on espère que vous continuerez à apprendre plein de choses et repartir avec plein de réponses à vos pourquoi et peut-être aussi d'autres questions. Alors, on enchaîne cette 5e conférence. Pourquoi ce que nous voyons n'est pas toujours le reflet de la réalité? Et donc, elle sera présentée par Louise Kaufmann, enseignante-chercheuse à l'Université Grenoble-Alpes et au LPNC. Voilà, merci beaucoup, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Ça marche pas, le micro? Donc moi, je m'intéresse plus spécifiquement à la perception visuelle et donc on va essayer de comprendre pourquoi ce que nous voyons, c'est pas toujours le reflet de la réalité. Alors c'est un peu provocateur comme titre parce que bon, dans la plupart du temps, on perçoit quand même notre perception est conforme à la réalité. Mais bon, je vais illustrer ça avec un petit exemple pour commencer. Voici une image. Alors on ne voit pas très bien ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Un immeuble, une voiture et un piéton ici. Tout le monde est d'accord? Et ben ça c'est un bon exemple que la perception elle peut nous tromper, puisque ici en fait ce qu'on prend pour un piéton, mais tout le monde fait l'erreur, hein, et même quand on le sait, moi je trouve qu'on voit quand même un piéton. Ici c'est une voiture, en fait c'est la même voiture qu'ici, mais qui a simplement été retournée à la verticale. Alors on peut se dire, voilà, c'est une vision qui marche bien. On peut se dire que bon, c'est sympa comme exemple, mais que là l'image elle est floue, de toute façon on n'y voit rien, donc c'est normal qu'on se trompe, et dans la vie c'est pas comme ça. Quand même, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que pour le cerveau, en fait, traiter une image visuelle, traiter l'information visuelle, ça ressemble un peu à ce type de tâche, c'est-à-dire c'est une information ambiguë qu'il reçoit, et il va devoir essayer de deviner tout le temps comment il peut expliquer cette information. Alors déjà, c'est compliqué pour le cerveau de traiter l'information visuelle, puisque le monde visuel en lui-même, il est très complexe. Alors si je prends une scène de ville comme ça, de Grenoble, voilà, on a plein d'objets, ces objets se masquent les uns les autres. Par exemple, ici le cycliste il est devant la voiture, on ne la voit pas entièrement, les voitures aussi elles se masquent entre elles, il y a des ombres, un même objet il est éclairé différemment selon ses différentes parties. Là encore, c'est une scène qui n'est pas trop encombrée, mais il y a certains environnements où il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'objets. Et donc tout ça, c'est beaucoup d'informations à traiter, à segmenter pour le cerveau pour arriver à reconnaître ce qui se passe. Et puis il y a aussi le fait que parfois, et même souvent, l'environnement visuel, il est lui-même ambigu, par exemple parce qu'il est difficile à voir, parce qu'il fait par exemple sombre, qu'il y a du brouillard. Quand vous êtes en voiture, qu'il y a la pluie sur le pare-brise, tout ça, ça vient gêner la perception. Donc il y a aussi plein de situations où le monde visuel lui-même, il n'est pas très fiable. Et en plus de ça, notre perception est aussi contrainte par les limites de notre système visuel, puisque quand on regarde une image, on ne saisit pas tout, on va filtrer en quelque sorte l'information. Et pour ça, notamment, on déplace le regard pour aller regarder les objets qui nous intéressent dans l'image. Et lorsqu'on fixe un point dans une image, eh bien, le point qu'on fixe, il se projette sur une partie de notre œil, sur notre rétine, qui voit très bien, qui voit bien les couleurs, qui voit bien les détails. Mais tout le reste de notre champ de vision, c'est ce qu'on appelle la vision périphérique, ou champ visuel périphérique, il se projette sur une partie de notre œil qui n'y voit pas bien du tout, par un détail, par une couleur. Et donc finalement, l'information visuelle telle qu'elle est projetée et transmise à notre cerveau, quand on fixe un point, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Donc avec bien résolu en couleur là où on fixe, et puis vraiment très grossier, très flou en périphérie. Alors évidemment ça on s'en rend pas compte parce que déjà on bouge quand même souvent les yeux, et puis c'est ce qu'on va voir après, le cerveau reconstruit une bonne partie de l'information. Mais je vais vous montrer, alors je sais pas si ça va marcher parce que vous êtes assez loin de l'écran, mais j'avais une petite illustration pour vous montrer que c'est vrai ce que je vous raconte. Ici, alors vous voyez là, donc c'est des points blancs, et puis il y a un anneau qui est formé avec des points en couleur, vous voyez les couleurs. Oui. Alors ça marchera peut-être pas pour tout le monde, peut-être pour les personnes les plus proches de l'écran, mais si vous fixez bien la croix rouge et que vous ne bougez pas les yeux de la croix rouge, vous pouvez essayer d'avancer, de reculer un petit peu,
en principe, il y a un moment donné où le rayon coloré disparaît, où les points qui sont remplacés par des points blancs. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche bien. Voilà, donc ça c'est typiquement l'illustration qu'à ce moment-là, ces points en couleur, ils se retrouvent dans votre champ visuel périphérique et donc vous ne percevez plus la couleur. Et là encore, si vous les percevez, autre illustration du fait qu'en vision périphérique, on ne voit pas très bien les détails. Continuez de fixer le point rouge, ne bougez pas les yeux du point rouge, et je vais afficher des lettres sur les côtés. Et donc sans bouger les yeux, est-ce que vous arrivez à lire toutes les lettres ou à en voir quelques-unes au moins? Voilà. Donc vous voyez, en général, on arrive à saisir celles qui sont les plus grosses, mais toutes celles qui sont petites, avec dans le détail, on ne les voit pas bien. Donc là, ça montre aussi que l'acuité visuelle, la résolution spatiale en périphérie, elle est pas très bonne, et que quand c'est des objets trop petits ou des détails fins, on n'arrive pas à les voir avec notre vision périphérique. Donc si on résume jusque-là, on a un monde visuel qui est complexe, qui est souvent ambigu, et puis en plus, qu'on en saisit avec nos yeux, c'est une information relativement appauvrie. Alors heureusement, le monde visuel, il est quand même, il comporte plein de choses, plein de caractéristiques qui se répètent, qui sont stables, qui se retrouvent tout le temps dans l'environnement, ce qu'on appelle des régularités statistiques. Par exemple, le fait que une des régularités les plus importantes, c'est le fait que la lumière, en général, elle vient du haut, et donc les objets ils sont éclairés par le haut, ils projettent des ombres vers le bas. Un autre type de régularité, c'est simplement le fait que, en général, dans le champ visuel, deux points voisins, ils ont la même couleur, ils sont un peu proches, ils ont les mêmes caractéristiques. D'autres choses qu'on apprend comme ça, qui reviennent souvent, le fait par exemple que deux objets qui sont similaires, ils peuvent avoir différentes tailles selon leur distance par rapport à moi. Les objets qui sont près, ils apparaissent plus grands, ceux qui sont loin, ils apparaissent plus loin. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les régularités contextuelles, qui sont plus liées au contexte de la scène dans laquelle on est. Par exemple, dans un environnement urbain comme ici, j'ai plus de chances de trouver des voitures, des cyclistes, des piétons, et pas des vaches ou un lit, alors que si je suis chez moi, j'ai plus de chances de trouver un lit et pas des voitures. Et donc, les théories actuelles de la perception visuelle, elles supposent que finalement, le cerveau utilise, et de manière un peu flexible, à la fois ce qu'il saisit du monde visuel et beaucoup ses connaissances pour se reconstruire finalement l'image du monde et se créer un peu sa propre réalité. Et donc ce que ces théories proposent, c'est que donc, quand on traite une scène visuelle, il y a l'information un peu appauvrie qu'on en saisit, et à partir de ça, on va pouvoir les mettre en lien avec nos connaissances, toutes les connaissances qu'on a sur ce qui est le plus probable dans l'environnement. Et ça va nous permettre de faire des hypothèses ou des prédictions sur la manière d'expliquer le mieux ces informations un peu appauvries. Et du coup, le cerveau ensuite pourrait comparer en quelque sorte ces prédictions, ces hypothèses qu'il fait sur le monde, à l'information un peu appauvrie qu'il reçoit. Et s'il voit que ça colle bien, qu'il n'y a pas trop de décalage, et ben il va simplement se dire « Ok, c'est bon, j'ai pu expliquer la plupart de l'information » et il va simplement compléter cette information appauvrie à partir de ses connaissances. Et donc ça, c'est un mécanisme qui serait assez avantageux puisque ça permet d'économiser énormément de ressources pour le cerveau. Au lieu d'aller analyser finement tous les points de l'image et voilà, analyser tous les détails, et ben ça prend du temps, ça prend des ressources, de l'énergie. Et donc, avec ce principe-là, ça permettrait en fait, d'économiser beaucoup de ressources en complétant simplement l'information qui manque à partir de nos connaissances. Alors la question, oui pardon, et comme la plupart du temps on l'a vu, les choses du monde visuel elles sont prévisibles, elles sont régulières, elles sont stables, ben on ne se trompe pas souvent et donc notre perception elle reflète bien la réalité du monde. Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le cas, quand il y a un décalage entre nos connaissances, nos attentes et puis ce qui se passe dans l'environnement. Et ben dans ce cas-là, le cerveau il va devoir décider à qui il fait le plus confiance, est-ce qu'il fait plus confiance à ses connaissances ou au monde visuel. Et pour ça, il va estimer quelle est la fiabilité relative de ses connaissances ou du monde visuel. Et si par exemple le monde visuel n'est pas très fiable, si par exemple ici c'est le soir dans la rue, il y a du brouillard, je ne vois pas très bien, j'ai pas d'autre choix que de m'appuyer sur mes connaissances pour un peu deviner, interpréter l'information que je reçois. Le signal visuel m'aide pas beaucoup, je peux pas vraiment, il n'est pas très fiable. Et donc dans ce cas-là, quand le monde visuel n'est pas fiable,
notre perception va plutôt refléter nos connaissances, nos hypothèses sur le monde. Alors la plupart du temps aussi, comme le monde est prévisible, on ne se trompe pas et ça se permet de pouvoir percevoir à peu près correctement. Mais quand il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose qui n'était pas prévu, qui est surprenant dans l'environnement, ça peut nous échapper, voire si on peut avoir une perception erronée de cet objet. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé au début avec l'image que je vous ai montrée avec le piéton et la voiture, c'était exactement ça. Vous n'aviez pas beaucoup d'autres informations à votre disposition, à part cette image floue, et donc vos connaissances vous ont dit que vu le contexte d'une ville, c'était le plus probablement une voiture en piéton. Alors par contre, s'il n'y a pas de raison de douter du monde visuel et qu'on peut s'appuyer dessus et qu'il est assez fiable, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de continuer à s'appuyer sur ses connaissances parce que là, il pourrait vraiment nous tromper. Et donc, il vaut mieux traiter, si le monde visuel semble en décalage avec nos attentes et nos connaissances, il vaut mieux quand même aller analyser plus finement le monde visuel et aller analyser plus finement l'information pour mettre à jour nos connaissances. Mais ça, du coup, ça prend un peu plus de temps. Puisque là, pour le coup, le cerveau va devoir aller analyser finement, de manière approfondie l'information visuelle, donc ça prend plus de temps, plus d'énergie. Et c'est ce qui explique que parfois, vous avez peut-être déjà eu ce sentiment, vous rentrez chez vous, vous jetez un coup d'œil rapide chez vous, tout a l'air à sa place, il y a des coussins sur le canapé, tout va bien. Puis vous revenez voir le canapé, et puis peut-être vous vous rendez compte que ce que vous avez pris pour un coussin, c'était votre chat, ou peu importe. Voilà, et donc ça, c'est souvent ça, c'est qu'on ne réalise pas toujours immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui est surprenant. Parfois, il va falloir un peu de temps avant de le voir. Et on observe aussi, il y a plein d'études qui ont, par exemple, mesuré les mouvements oculaires des personnes quand elles regardent une image. Et on voit effectivement que quand il y a un objet ou quelque chose qui est inattendu, qui est surprenant, on passe beaucoup plus de temps à le regarder. Donc ça montre aussi qu'on a besoin de plus d'informations, d'un traitement plus approfondi de ce qui est inattendu par rapport à des objets qui seraient pas très surprenants. Alors il arrive aussi que le monde visuel soit pas très fiable ou pas très informatif et qu'en plus nos connaissances là, elles ne puissent pas nous aider à résoudre l'information. Par exemple avec ce type d'image ici, je sais pas, vous voyez pas. Alors là, normalement, sans connaissance a priori, tout ce qu'on voit c'est juste des formes noires et blanches. Maintenant, si je vous montre l'image originale. Ah. Et ben voilà, et donc vous voyez qu'en fait, une fois qu'on connaît l'image originale, c'est impossible de plus voir cette image comme avant, comme la première fois qu'on l'a vue et qu'on n'avait pas de connaissances. Donc ça montre vraiment, ça c'est un exemple qui illustre très très bien à quel point nos connaissances elles contraignent notre perception. On voit presque les contours de la grenouille qui ne sont pas visibles, mais on les voit dans notre cerveau. Et voilà, et pourtant l'image n'a pas changé, c'est exactement la même, il n'y a que nos connaissances qui ont changé. Et alors ce qui est amusant avec ça, c'est qu'il y a des études qui ont été réalisées pour voir comment ces mécanismes se mettent en place au cours du développement, et qui montrent que chez les petits-enfants autour de 4-5 ans, enfin en gros avant 6-7 ans, ils ne sont pas du tout sensibles à ça, c'est-à-dire qu'on leur montre ces images, ensuite on leur montre l'image originale, puis on leur remonte tout de suite après l'image comme ça, ils ne voient pas le lien. Et voilà, donc ça montre aussi que pour que ces connaissances puissent influencer la perception et contraignent la perception, ça nécessite quand même un apprentissage, une expérience du monde, et que c'est pas comme ça à la naissance. Et j'aime bien l'idée que du coup, c'est comme si les enfants ils voient tout merveille neuf sans Et puis enfin, autre exemple dans lequel nos connaissances peuvent aussi influencer notre perception, c'est quand le monde visuel peut avoir différentes interprétations alternatives, et donc il va falloir en sélectionner une, et donc en général, c'est les connaissances qui vont faire qu'on va sélectionner l'une ou l'autre. Par exemple, alors ça c'est quelque chose qui est aussi à la base de beaucoup d'illusions visuelles. Donc par exemple, cette image-là, vous voyez, donc on ne peut pas la toucher, on sait pas, c'est en 2D, mais on a, je pense, toutes et toutes l'impression que c'est ici un rond à gauche qui est bombé, et puis à droite un rond qui est creux. Donc en réalité, c'est exactement les deux mêmes ronds. Si je retourne, vous voyez, en fait, ce qui change entre les deux, c'est simplement quelle est la partie la plus claire, est-ce que c'est la partie haute ou basse. Et en fait, chacun de ces ronds, il peut avoir deux interprétations. Par exemple, celui de gauche, si on considère que la lumière, elle vient du haut, du coup, elle se réfléchit sur une partie qui est bombée, donc qui m'apparaît comme bombée. Mais si on fait l'hypothèse que la lumière, elle vient du bas, il devrait être perçu comme creux.
Et inversement, celui de droite, si on fait l'hypothèse que la lumière vient du haut, elle se réfléchit dans la partie creuse, et puis si on fait l'hypothèse que la lumière elle vient du bas, ça se réfléchit sur une partie qui serait bombée. Et pourtant, on sélectionne quand même presque toutes et tous, même, enfin oui, je crois toutes et tous, l'explication qui consiste à se dire c'est parce que la lumière vient du haut, parce que justement c'est ce qui est en conforme avec nos connaissances et sur le monde, et le fait que la lumière elle vient le plus souvent du haut. Alors parfois, ça ne suffit pas. Là c'est un autre exemple qui va un peu à l'encontre de ce que je viens de vous dire. C'est une illusion qui est bien connue aussi, qui est celle du masque creux. Donc vous voyez, c'est un masque d'un visage donc, qui passe devant nous, puis quand il passe de l'autre côté et qu'on devrait voir le visage en creux, ben, on ne le voit pas creux, on continue à le voir en relief. Et là c'est un petit peu la même chose qu'avec les points. Ce qui se passe, c'est que quand on voit l'arrière du masque, là aussi il y a deux interprétations possibles. Soit la lumière vient du haut et du coup le masque est vu comme creux, soit la lumière vient du bas et dans ce cas-là le masque est bombé vers nous. Et là, pour le coup, on va privilégier l'interprétation qui dit que la lumière vient du bas, même si ça va à l'encontre de nos connaissances. Mais parce qu'on a d'autres connaissances encore plus importantes qui nous disent qu'un visage n'est jamais creux. Et ça montre aussi que le cerveau il a des mécanismes très spécifiques pour certains types d'objets, comme les visages, qui ont vraiment une importance particulière pour l'humain. Et puis un dernier exemple là-dessus, qui marche très très bien. C'est ce type d'illusion. Bon, là, on est tous d'accord aussi pour dire que le personnage qui est au fond, il est beaucoup plus gros que celui qui est devant. Je sais que c'est pas vrai. Voilà, pour vous le prouver. Voilà, c'est exactement le même bonhomme qui a juste été copié et collé sur différents plans de l'image. Et donc ici, pareil, il y a une sorte de conflit d'informations, il y a plusieurs interprétations possibles. Soit ils ont effectivement la même taille, soit, mais en même temps, on a cette information du contexte qui nous dit que ils ont l'air plus éloignés, enfin à différents endroits de l'espace, à différentes distances par rapport à nous, et nos connaissances qui nous disent que si deux objets plus ou moins éloignés ont exactement la même taille, c'est que celui qui est au fond doit être très très grand, et c'est ce que notre perception va refléter. Et puis alors il arrive aussi que le monde visuel il puisse être ambigu, avoir différentes interprétations, mais nos connaissances, elles ne nous aident pas à sélectionner la meilleure, la plus probable. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que notre perception, elle alterne entre les deux interprétations. Et là, c'est ce qu'on peut observer avec, vous connaissez peut-être la danseuse, qui la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Qui la voit tourner dans l'autre sens. Voilà, donc entre les gens, on ne la voit pas tourner dans le même sens. Et puis en plus, si vous la fixez longtemps, vous allez voir que ça peut alterner entre les deux. Donc parfois vous la voyez tourner dans un sens, puis vous regardez ailleurs, vous revenez, elle va tourner dans l'autre. Et donc là, c'est ça aussi, là en fait, l'information elle est ambiguë parce qu'on n'a aucune connaissance, aucune information pour savoir si, ce qui nous manque notamment, c'est une information de type ombre pour savoir si la jambe elle est devant ou derrière l'autre jambe. Et comme on n'a pas cette information, les deux interprétations sont aussi plausibles l'une que l'autre. Donc le fait qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Et du coup, notre perception, elle alterne entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la perception bistable, donc une perception qui peut avoir deux états pour un même stimulus. Voilà, donc ce qu'on peut retenir ici, en résumé, c'est que notre perception n'est pas toujours fidèle à la réalité. En fait, elle est plutôt le reflet de nos connaissances. À moins qu'il y ait de bonnes raisons pour que ce ne soit pas le cas, et notamment quand le monde visuel il diverge fortement de nos connaissances, c'est qu'on n'a pas de raison d'en douter, et dans ce cas-là, on va mettre à jour nos connaissances. Mais la plupart du temps, notre perception est plutôt le reflet de nos connaissances, et donc le plus souvent, comme nos connaissances elles sont conformes au monde visuel, notre perception est aussi fidèle à la réalité, mais ça peut arriver que ça nous trompe. Et que finalement, ce qu'on perçoit, c'est simplement notre interprétation, celle que fait le cerveau, de l'ambiguïté du monde. C'est toujours trouver l'hypothèse la plus probable qui explique ces informations un peu ambiguës qu'on reçoit. Et j'aime bien cette phrase d'un neuroscientifique britannique qui s'appelle Anne Milsett, qui propose que finalement la perception, c'est une forme d'hallucination contrôlée, parce que c'est toujours un peu le produit d'une construction du cerveau. Et donc ce qu'il faut retenir aussi ici, ce que ça nous montre, c'est que par rapport
cette analogie qui peut être faite souvent, qui voit le système visuel comme un peu une caméra ou un appareil photo qui enregistre passivement l'information. Tout ça, ça montre que non, que le cerveau il est vraiment acteur dans la construction de la perception. En plus, c'est pas spécifique à la vision, moi je travaille sur la vision, mais ce serait la même chose qui se produit dans toutes les modalités sensorielles où tout ce qu'on perçoit finalement c'est le produit d'une reconstruction par le cerveau. Et je vous remercie. Si ça vous intéresse, je vous suggère un livret et un podcast, je n'ai pas de bien d'intérêt. Voilà, qui parle un peu de ces choses-là et que je vous recommande. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Question sur la danseuse. Parce que moi, ça m'a perturbée. C'est pas un gif qui bouge. Si. Ah, ok. Mais non, ce qu'il y a, c'est que là, vous la voulez tourner dans quel sens? Comme ça. Ouais. Et si vous la regardez assez longtemps, ou alors parfois il faut regarder sa main puis revenir sur la jambe, et vous allez la voir tourner dans l'autre sens. En fait, vous alternez entre vous. C'est la même image. Oui, c'est toujours la même image. En fait, il n'y a pas de réalité ici. La réalité, c'est ce que notre cerveau il en fait. Soit il choisit qu'elle tourne dans un sens, soit il choisit qu'elle tourne dans l'autre. Donc on ne peut pas dire quel est le vrai sens. Mais pourquoi on n'arrive pas à changer? Moi, j'arrive pas à contrôler quand ça change. Pourquoi on n'arrive pas à contrôler le changement de sens? Si vous décidez que la jambe elle est vraiment devant, ça devrait... Mais souvent ça change, la perception elle change pas forcément de manière contrôlée, mais plutôt quand on va fixer un point différent, qu'on regarde un parti de... Mais ensuite, tu as établi ta connaissance de tourner comme ça. C'est ça. Moi, j'essaie de tourner dans le sens, j'arrive pas. Et je me dis, la force, pour moi, elle tourne comme ça. C'est une connaissance. Et ça comprend. Mais après, c'est vrai que, alors je ne l'ai pas mis ici, mais il y a d'autres versions de ça, où au contraire, là, il y a des indices très informatifs sur où est la jambe qui tourne, parce qu'elle est devant ou derrière l'autre. Et dans ces cas-là, par contre, il n'y a aucune ambiguïté, on la voit toujours tourner dans le même sens, et ça alterne pas. Donc, comment excuse-moi, j'ai pas écouté. Si par contre il y a des versions de ça où il y a des indices d'ombre pour savoir si la jambe elle est devant ou derrière, et dans ce cas-là, il n'y a pas du tout d'ambiguïté et ouais, ça alterne pas. On a une question ici. Oui, ici. Est-ce qu'on sait quelle est la quantité du monde qui nous entoure qu'on n'arrive pas à percevoir à travers les sens? De façon générale, je pense par exemple aux chiens qui sentent un certain nombre de choses que nous on n'est pas capable de sentir, ou la perception des couleurs chez les poissons. Alors je ne saurais pas quantifier précisément, mais oui, de toute façon c'est toujours, ça dépend de l'espèce, ça dépend même, entre les individus on ne perçoit pas non plus de la même manière, on n'a pas la même répartition par exemple des cônes et des bâtonnets, donc les photorécepteurs qui permettent de voir les couleurs. Donc c'est très difficile de savoir quelle est la réalité et qu'est-ce que nous juste on en perçoit, puisque la réalité forcément on la perçoit à travers nos sens. Mais effectivement, donc d'un individu à l'autre il n'y a pas les mêmes perceptions. Entre les espèces ça varie beaucoup aussi, au cours de l'âge aussi ça évolue. Et puis effectivement nous on est très experts, on est une espèce qui est particulièrement experte en termes de vision, c'est une information sur laquelle on s'appuie énormément pour tous nos comportements. Chez des animaux comme le chat et le chien, effectivement, eux, la vision c'est beaucoup moins bonne et s'appuie beaucoup sur d'autres sources d'informations pour lesquelles nous on est très très mauvais, comme l'odorat. Enfin, moins. Hein? Je crois que l'odorat c'est un peu un neuromythe aussi. En fait, les animaux ils sont meilleurs sur l'intensité de la source à flairer. Mais par contre, sur l'éventail des choses qu'un être humain peut flairer, on est vraiment très bon en fait. Oui. Il y a plein non, l'humain il a une très forte discrimination des odeurs. Mais je veux dire, en termes d'utilisation de l'information pour le comportement, c'est pas la même. Bonjour, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des études où est-ce qu'on peut trouver une corrélation entre la perception qu'on peut avoir du type de population, peu importe où dans le monde, et des habitudes qu'ils ont de vie. Par exemple, est-ce que des personnes qui ont vécu, qui vivent en Inde,
vont avoir les mêmes habitudes visuelles que des personnes qui vivent au Groenland pour faire ça, il y a beaucoup de travaux, de recherche en cours dessus. C'est pas complètement résolu, mais par exemple, il y a eu un moment je ne sais pas si vous voyez cette illusion qui s'appelle l'illusion Müller-Lyer, où vous avez un trait, et puis soit il est entouré par des flèches qui vont qui pointent vers les côtés, soit c'est... Vous voyez cette illusion? Voilà, si je m'exprime bien. Et donc, selon comment pointent les flèches sur les côtés, on va percevoir le trait au milieu plus ou moins grand, alors qu'il fait exactement la même taille. Et donc cette illusion, il y avait des travaux qui avaient montré qu'elle ne marchait pas dans certaines populations, alors je ne sais plus où c'était. Et donc ils avaient interprété ça comme le fait que cette illusion, elle pourrait être associée dans le cerveau à la perception des angles, par exemple, que font les murs, etc. Et donc que dans ces populations-là, chez qui ils avaient testé, ils étaient moins soumis à des environnements avec des orientations très cardinales comme ça. Et ils avaient expliqué comme ça. Bon, après, je crois qu'il y a eu d'autres travaux qui ont montré que... mais voilà, je sais qu'il y a aussi des travaux qui s'intéressent à ça, par exemple, qui cherchent si, dans certaines sociétés où le contexte a une importance moindre, de manière générale, au niveau social, etc., est-ce que, du coup, on est autant influencé par le contexte, et est-ce que ça contraint autant la perception que dans d'autres sociétés où on a plus l'habitude de s'appuyer sur le contexte, les gens autour. Mais voilà, il y a plein de choses en cours là-dessus, donc je ne peux pas donner de réponse définitive. Mais a priori, oui, il y a des différences interculturelles qui sont liées à l'environnement et liées aux habitudes. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Non, c'est tout bon. Bon, merci encore.